De ruines et de ronces. Le 27 août. La Vésubie et la Tinée. Les vallées s'étiraient, les villages passaient. Les cailloux roulaient davantage sur les chemins calcaires de la Haute-Provence. Un soir, à Saint-Dalmas, sentant grincer les armatures plantées dans mon dos, j'avisai un gîte. Oh, comme j'aurais aimé vivre au temps où ce petit dialogue eût été possible. Avez-vous un toit et de la paille? On te donnera le pain et le vin si tu aides aux fenaisons. Mais il fallait vraiment s'être cassé la figure pour rêver à pareille conversation. On n'était plus au temps de Knoulp, mon pauvre petit, me dis-je quand la dame aux longs cheveux bruns me déclara sur le seuil. On vous aurait bien fait le tarif gîte d'étape, mais on n'a pas l'accréditation administrative. J'allais devoir être ingénieux pour échapper pendant des mois à la soumission du pays aux lois de l'administration. Trouverais-je sur le territoire des zones franches épargnées par la politique du territoire? Un des lointains premiers ministres de la Ve République, Jean-Marc Ayrault, période Anatole France, avait commandé en son temps un rapport sur l'aménagement des campagnes françaises. Le texte avait été publié sous le mandat d'un autre ministre, Manuel Valls, période Offenbach, et sous le titre « Hyper-ruralité ». Une batterie d'experts, c'est-à-dire de spécialistes de l'invérifiable, y jugeait qu'une trentaine de départements français appartenaient à l'hyper-ruralité. Pour eux, la ruralité n'était pas une grâce, mais une malédiction. Le rapport déplorait l'arriération de ces territoires qui échappaient au numérique, qui n'étaient pas assez desservis par le réseau routier, pas assez urbanisés, ou qui se trouvaient privés de grands commerces et d'accès aux administrations. Ce que nous autres, pauvres cloches romantiques, tenions pour une clé du paradis sur terre. L'ensauvagement, la préservation, l'isolement, étaient considérés dans ces pages comme des catégories du sous-développement. Le rapport se faisait rassurant. Les auteurs étaient de confiants prophètes. Courage, citoyens campagnards, nous arrivons. Bientôt, grâce à l'État, la modernité ruissellerait dans les jachères. Le Wi-Fi ramènerait les bouseux à la norme. Au lieu d'écrire par les champs et par les grèves, le futur Flaubert qui traverserait ces étendues pourrait se fendre d'un par les UP et par les AC. Les bénéficiaires de ces aménagements feraient de bons soldats, des hommes remplaçables, prémunis contre ce que le rapport appelait les votes radicaux. Car c'était l'arrière-pensée, assurer une conformité psychique de ce peuple impossible. Parmi la batterie de mesures du rapport, on lisait des choses comme le droit à la pérennisation des expérimentations efficientes et l'impératif de moderniser la péréquation et de stimuler de nouvelles alliances contractuelles. Mais quelle était cette langue étrangère? De quoi les auteurs de phrases pareilles nourrissaient-ils leur vie? Savaient-ils le plaisir de s'essuyer la bouche d'un revers de la veste après une goulée de vin de Savoie? La jouissance de se coucher dans l'herbe quand la silhouette d'un oiseau égayait le ciel? Le texte était illustré de cartes. Les départements hyper-ruraux au secours desquels la gouvernance s'apprêtait à voler, intelligence de l'État au service de l'hyper-ruralité, disait-il, ces troubadours, occupaient une large zone noire. Elle prenait en écharpe les Alpes du Sud, marchait vers les Vosges et les Ardennes en englobant la quasi-totalité du Massif central et nombre de départements voisins de la Haute-Loire. Je l'apprendrai quelques semaines plus tard, ces territoires, du Mercantour à la Lozère, correspondaient au cheminement du loup après son retour en France. Pas folle, la bête. Elle mettait sa tranquillité au pinacle des vertus. Non seulement le loup n'attaquait pas l'homme, mais il tenait à l'éviter. À l'hôpital, rivé au banc de peine, contemplant ses cartes, il m'avait été facile d'imaginer l'itinéraire. La nature aime à se cacher, professait Héraclite, dans le 123e de ses fragments, obscur comme il se doit. Tels les êtres inachevés, j'avais grand goût pour les recoins. L'hyper-ruralité était mon occasion. Et c'était l'une des cartes du rapport que je tenais serrée contre mon cœur, comme la photo d'une fiancée.
La carte promettait l'évasion. Mon itinéraire ne décalquerait pas l'intégralité des zones hyper-rurales. Une fois extirpé du Massif central, j'obliquerais vers le nord-ouest pour rejoindre la Manche. Je m'arrêterais sur les falaises de la Hague, là où le territoire plongeait dans la mer, offrant l'alternative du demi-tour ou du saut de l'ange. Les falaises m'avaient toujours paru de belles frontières. Je fis un récapitulatif. J'avais mon objectif. Chercher les friches et les jachères. Je disposais de mon itinéraire et de mes cartes, fournies par les rapports d'études de l'État. Je savais comment me déplacer puisque je tenais la marche à pied pour une médecine générale qui serait la clé de ma reconquête. En bref, jamais je n'avais entrepris de voyage aussi organisé. Le village de Mary, dominant les hauteurs de la Tinée, était posté sur son éperon. Marie était le nom de ma mère, et il me plaisait de penser que son âme y avait fait une halte. Au lavoir, une vieille dame. Contemplait-elle les ravages du temps dans le reflet des eaux? « Je suis Dédette, j'ai 80 ans, je suis né là, j'y suis, j'y reste. » Je me gardais de lui préciser que le rapport sur l'hyper-ruralité parlait d'une France mobile, connectée et moderne. « Adieu Dédette », disaient les énarques de la gouvernance. Je descendais vers le Var par un chemin perché sur la rive droite de la Tinée. C'était l'ancienne piste muletière de Nice à Barcelonnette. Les mules n'y trottaient plus. Y demeurait l'ombre fantôme d'un peuple qui avait gagné la vallée en un siècle et laissé les ronces derrière lui. Plus loin, à Clans, la fête au village. Des tentes sur la place et la rumeur d'une agitation. Au lieu de pincer les bergères en gueulant des chansons avec des voix rabotées par le pastis, les villageois avaient organisé une journée Star Wars. Et j'aimais regarder ces messieurs déguisés en Dark Vador, batifolant sous les platanes. Puis, je m'enfuis, parce qu'on ne gagne tout de même pas la Tinée à pied depuis l'Italie pour assister à un défilé de robots. Et les lacets d'un chemin plongeant vers la rivière tracèrent un éclair joyeux sur le versant. En Provence, les sentes ont l'air de serpents en fuite. Le 30 août, Haute-Vallée du Var. J'atteignis la rive du Var à midi. Passais la rivière à gué, l'eau à la taille. En face, je cherchais dans les taillis un chemin qui m'éleva dans les hauteurs. Je m'égarais dans les pentes que ne retenaient plus les terrasses. Je trouvais une coulée de bêtes, piste modeste, la plus infime et la plus mystérieuse sur l'échelle de la nomenclature des chemins, le dernier recours du piéton. Les broussailles se refermèrent et je gagnai à nouveau les galets de la rive. Au soir de cette journée, après 10 heures de marche en pleine canicule, j'avais parcouru 12 kilomètres. D'où me venait ce goût pour les virées doloristes? Peut-être de la jouissance que je tirais de leurs conclusions. Quand pareilles inquiétudes pointaient, je revoyais celui que j'étais 1 an auparavant, à l'hôpital, transbahuté de service en service, un corps en miettes, planté de tubes. Puis, je me souvenais du premier tressaillement éprouvé, quand j'avais fait un pas, seul, hors de ma chambre, jusqu'au bout du couloir, et que j'avais eu l'impression d'avoir gravi la verte par le couloir Whymper. Et les noirceurs se dissipaient. Les ivrognes russes trinquent en affirmant que demain sera pire qu'aujourd'hui. Longtemps, je m'étais rangé à cette idée. Depuis ma chute, je me pénétrais du contraire. Tout s'améliorerait. Pour l'heure, je bataillais sur un talus planté de genêts anarchiques. Traverser les friches donnait l'occasion de disparaître. Noble fantasme. On fourrageait les baliveaux, on longeait des ravines, on marchait sur des îles de vase. On s'échappait. Ma chute m'avait cloué sous les regards. Les amis, les médecins, les proches, l'administration, les spécialistes, tous s'étaient généreusement offerts à me contrôler. Même un addictologue s'était occupé de la remise sur les rails. J'avais eu avec lui l'impression de connaître le temps de la prohibition. La prohibition de vivre aussi sottement que je l'entendais.
Je l'avais remercié en lui exposant que je craignais de prendre goût à sa discipline. Une fois sorti de l'hôpital, la surveillance généralisée avait redoublé. Et nos vies ordinaires s'exposaient ainsi sur les écrans, se réduisaient en statistiques, se lyophilisaient dans les tuyauteries de la plomberie cybernétique, se nichaient dans les puces électroniques des cartes plastifiées. Naissions-nous pour alimenter les fichiers? Me débattre dans les broussailles de la vallée du Var me lacérait certes les jambes, mais m'offrait de sortir du faisceau photoélectrique qui scrutait les existences. L'œil ne me fixait plus. Fuir pourvoyait d'une double vertu, le remède et l'oubli. Or, à quelques millièmes de millimètre, devenu invalide, j'aurais été privé de ces grâces. N'étant pas versé dans l'idée chrétienne que les épreuves sont des dons du ciel, j'en aurais tiré une certaine affliction. Ma vie en fauteuil roulant se serait réduite à chercher un 9 mm à me coller dans la bouche. Ayant reconquis l'usage de mes jambes, je ne pouvais pas désespérer. M'était rendue la liberté de mouvement, le droit de me carapater dès que pointait l'ombre d'une contrainte, d'une requête, d'une sommation. Pire, dès que sonnait le téléphone. Bernanos n'avait pas manqué d'instinct au début de « Français si vous saviez ». Il n'y a plus beaucoup de liberté dans le monde, c'est entendu, mais il y a encore de l'espace. L'espace. Il offrait ses replis à qui voulait bien s'agenouiller au-dessus des cartes et communier à leur pouvoir. Ici, sur les dorsales calcaires, et plus tard sur les socles de granit, j'allais ouvrir compulsivement les feuilles de l'IGN. Ces cartes d'état-major étaient des merveilles. On pouvait se réjouir de posséder une pareille couverture du pays. Pour l'instant, j'en transportais 10 dans mon sac, de quoi me projeter jusqu'au Ventoux. Les feuilles révélaient l'existence de contre-allées, inconnues, au cœur de la citadelle, de portes dérobées, d'escaliers de service où disparaître. Je ne pouvais jamais regarder ces représentations au 25 millième sans me demander ce qui se tramait là, sous mon doigt, au bout de ce sentier isolé, sur un talus zébré d'un tortillon. Et qui vivait dans cette maison dessinée au milieu d'une lande? Un ogre? Un réfusnik? Une ancienne danseuse? La carte était le laissez-passer de nos rêves. Ces tracés en étoiles et ces lignes piquetées étaient des sentiers ruraux, des pistes pastorales fixées par le cadastre, des accès pour les services forestiers, des appuis de lisière, des viae antiques à peine entretenues, parfois privées, souvent laissées à la circulation des bêtes. La carte entière se veinait de ces artères. C'étaient mes chemins noirs. Ils ouvraient sur l'échappée, ils étaient oubliés. Le silence y régnait, on n'y croisait personne, et parfois la broussaille se refermait aussitôt après le passage. Certains hommes espéraient entrer dans l'histoire. Nous étions quelques-uns à préférer disparaître dans la géographie. Passage secret, les chemins noirs dessinaient le souvenir de la France piétonne, le réseau d'un pays anciennement paysan. Ils n'appartenaient pas à cette géographie des sentiers de randonnée, voies balisées plantées de panonceaux où couraient le sportif et l'élu local. Même à proximité d'une agglomération, la carte au 25 millième livrait des issues. Une levée de terrain, un talus discret, une venelle. Partout, l'ombre avait des survivances. Jusqu'au cœur des zones urbaines s'enfonçaient des coulées. Si renards et furets réussissaient à gagner le centre des villes d'Europe par les fossés et les contrescarpes, nous aussi pouvions tenir l'équilibre sur des fils invisibles. Relier ces chemins à travers le pays ralentirait ma progression, mais offrirait des avantages. Ne pas s'infliger les traversées périurbaines, éviter la brûlure du goudron. Dans les années 1980, René Frénier, écrivain de Provence, avait publié un roman où il décrivait la traque d'un conscrit réfractaire que l'autorité militaire poursuivait sur les routes d'Europe. Un livre électrique, frappé de ce titre, « Les chemins noirs ». Depuis le départ, je me débattais avec les cartes IGN pour tracer une sinusoïde de l'incognito.
Non pas que je fusse en cavale, mais je pressentais qu'un air de liberté soufflait en ces allées. La première épreuve était d'élaborer un tel parcours dans une campagne en miettes. L'exercice d'arpenteur était plus difficile que je ne me l'étais imaginé. Il fallait longuement détailler ses planches pour tracer les itinéraires. Cela finissait par fatiguer les yeux. Un rêve m'obsédait. J'imaginais la naissance d'un mouvement baptisé « Confrérie des chemins noirs ». Non content de tracer un réseau de traverses, les chemins noirs pouvaient aussi définir les cheminements mentaux que nous emprunterions pour nous soustraire à l'époque. Dessinés sur la carte et serpentant au sol, ils se prolongeraient ainsi en nous-mêmes, composeraient une cartographie mentale de l'esquive. Il ne s'agirait pas de mépriser le monde, ni de manifester l'outrecuidance de le changer. Non. Il suffirait de ne rien avoir de commun avec lui. L'évitement me paraissait le mariage de la force avec l'élégance. Orchestrer le repli me semblait une urgence. Les règles de cette dissimulation existentielle se réduisaient à de menus impératifs. Ne pas tressaillir au soubresaut de l'actualité, réserver ses colères, choisir ses levées d'armes, ses goûts, ses écœurements, demeurer entre les murs de livres, les haies forestières, les tables d'amis, se souvenir des morts chéris, s'entourer des siens, prêter secours aux êtres dont on avait connu le visage et pas uniquement étudier l'existence statistique. En somme, se détourner. Mieux encore, disparaître. Dissimule ta vie, disait Épicure dans l'une de ses maximes. En l'occurrence, c'était peu réussi car on se souvenait de lui 2 millénaires après sa mort. Il avait donné là une devise pour les chemins noirs. Nous serions de grandes troupes sur ces contre-allées, car nous étions nombreux à développer une allergie aux illusions virtuelles. Les sommations de l'époque nous fatiguaient. Enjoy, take care, be safe, be connected. Nous étions dégoûtés du clignotement des villes. Si nous écrasions à coups de talons les écrans livides de nos vies high-tech, s'ouvrirait un chemin noir, une lueur de tunnel à travers le dispositif. Tout cela ne faisait pas un programme politique. C'était un carton d'invitation à ficher le camp. Vivre me semblait le synonyme de s'échapper. Napoléon avait dit au général de Caulaincourt, dans le traîneau qui les ramenait à Paris après le passage de la Bérésina, « Il y a 2 sortes d'hommes, ceux qui commandent et ceux qui obéissent. » Du temps où je m'étais passionnément intéressé à l'Empire, jusqu'à prendre mon bain coiffé d'un bicorne, j'avais trouvé cette phrase définitive. Aujourd'hui, tordant mes chaussettes sur un banc de vase du Var, je pensais que l'empereur avait oublié une 3e colonne. Les hommes qui fuient. « Sire, lui aurais-je dit si je l'avais connu, fuir, c'est commander. C'est au moins commander au destin de n'avoir aucune prise sur vous. » Le lendemain, passé Entrevaux, j'allais monter sur les plateaux. Là-haut, tout irait bien. Il me faudrait demeurer sur le rasoir des reliefs. On est mieux sur le fil. On avance léger. Le ciel se fait amical, mais on chemine avec le risque de ressentir la moindre perte de dénivellation comme une inguérissable blessure. Le soir, traversant encore le Var, mais sur un pont cette fois, j'appris que l'ouvrage avait été inauguré en 2006 par M.E. Autre noblesse des chemins noirs. Personne n'y laisse son nom.